CIC et vous, le podcast d'un monde en mouvement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast CIC et vous. On se retrouve pour le 4e épisode de notre série sur la cybersécurité qui sera consacré à la prévention en cybersécurité présentée par l'ensemble de nos intervenants. En tant que chef d'entreprise, il est important de prendre conscience et de mettre son entreprise en état de sécurité cyber, c'est-à-dire de sécurité vis-à-vis de ce risque. Ça commence, c'est absolument pas sur la partie cybersécurité informatique, c'est tout sauf une problématique de geek. Voilà, ça c'est quelque chose que je voudrais vraiment sur lequel je voudrais insister. C'est pas un problème de firewall, c'est pas un problème de configuration logique informatique. Ça en fait partie. Il y a bien entendu quelque chose sur une thématique technique, bien entendu, dans la partie lutte contre les actions cybercriminelles, mais c'est avant tout un changement d'état d'esprit de la part du dirigeant qui doit insuffler cet état d'esprit de lutte auprès de ses salariés, de ses collaborateurs. Alors, le jour où ça arrive, on est un peu perdu. Potentiellement, on n'a plus son système d'information. Donc, il est important d'avoir écrit, de s'être posé déjà, pour faire une analyse de risque, savoir ce qu'on avait de précieux dans l'entreprise, et puis de mettre en place des procédures, et puis de suivre, je pense sur la partie virement, des procédures de rappel potentiellement. Quand on a un fournisseur qui demande de changer un RIB, il est quand même intéressant de raccrocher et de rappeler ce fournisseur. Et le double appel, ça reste quand même assez imparable dans cette dynamique. Donc, penser en fait à mettre en place des protocoles, des procédures, à ne pas en déroger, voilà, puisque, comme l'a expliqué le commissaire Dufour, on insiste particulièrement sur la vulnérabilité psychologique des victimes. Elles sont manipulées comme ça. On les met dans une situation de vulnérabilité pour pouvoir les escroquer. Sensibiliser les collaborateurs, hein, je viens d'en parler, et le commissaire Dufour l'a rappelé. La sensibilisation, c'est en plus de ça sur des populations qui ne sont pas habituées en fait, et qui ne sont pas touchées par le risque cyber. D'habitude, le risque cyber, il est traité par la direction informatique, par justement des aspects technologues qui sont dépassés aujourd'hui. Il faut aller beaucoup plus loin, et les premiers personnes à sensibiliser, pour moi, ce sont les DAF, hein, la partie administrative et financière. Assurer aussi une veille, et encore une fois, c'est ce que je disais, c'est s'informer, savoir que ça existe. Et je vais dire que ce soir, nos auditeurs ont des devoirs pas de vacances, mais des devoirs à faire. C'est mettre en place sur un papier ces procédures et se tenir au courant de ces escroqueries. Les informations qui sont en votre possession. Le commissaire en parlait, c'est ce qu'on appelle l'OSINT, c'est la récupération d'informations ouvertes. Malheureusement, il faut les contrôler. On ne raconte pas toute sa vie sur les réseaux sociaux. On est assez prudent sur ce qu'on écrit sur LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est une source absolument phénoménale et très très intéressante pour reconstituer des schémas d'entreprise. Il est important de garder la main sur ces informations aussi. On ne communique pas à tout va sur cet espace numérique. Faire preuve de bon sens. Quand on est appelé le vendredi à 17h pour effectuer un virement en catastrophe et que par le président de l'entreprise et qu'on n'a pas l'habitude de la voir habituellement, il y a aussi peut-être des signaux qui font que
il faut rester en éveil. Quand on a un changement de RIB d'une société qui est en France et qui part dans les pays de l'Est ou encore mieux en Asie du Sud-Est, là aussi, quelque part, faire preuve de bon sens et se dire que c'est quand même un peu curieux. Les vérifications, j'en ai parlé, le double appel, refaire un contre-appel vis-à-vis d'une procédure qu'on nous a demandé de faire. Bien entendu, veiller à la sécurité des accès. Peut-être, Élodie, si tu veux dire un mot à ce sujet. Oui, alors, c'est vrai que ce que je voudrais rajouter, c'est que au-delà en fait, de tout ce qu'on peut mettre en œuvre, que ce soit dans la sécurisation des systèmes d'information, la cartographie des risques, dans des procédures de contrôle interne aussi, et de double signature, de validation, voilà, tout ce qu'on s'est dit en fait. En fait, il y a deux notions en fait, sur lesquelles j'aimerais insister, qu'il faut garder, c'est cette capacité d'étonnement. Souvent, dans les dépôts de plainte, j'ai eu une lueur. Tout d'un coup, je me suis éveillée, je me suis dit, ce scénario n'est pas plausible quand on arrive à déjouer, quand des personnes arrivent à déjouer les fraudes. Ou alors, une fois rentrée chez elles, une fois le virement effectué, je me suis dit qu'il y avait un problème, il y a un couac. Donc, c'est cette capacité d'étonnement qu'il faut éveiller et garder dans les équipes comptables et financières. Et puis, on l'évoquait, l'urgence. Moi, souvent, je constate que c'est les vendredis après-midi, effectivement, que je suis appelée pour des demandes de retour de fonds ou, pire encore, pendant les vacances, les ponts. Les ponts, c'est terrible. Donc, c'est le temps. La deuxième notion, c'est le temps de la réflexion. Voilà, capacité d'étonnement, temps de la réflexion. L'urgence, ça doit vous alerter. Et en fait, c'est important parce qu'on voit qu'il y a de la cybercriminalité, mais que souvent, c'est plus du tout cyber. C'est ce qui a été évoqué également. Et le dernier point, c'est seulement à ce moment-là en fait, qu'on parle de sécuriser les installations informatiques. Tous les autres points, c'était de l'éveil, de la mise en éveil, être attentif. Mais bien entendu, on ne peut pas construire sur du sable. Il est important d'avoir des systèmes d'information qui soient en bon état. Et en bon état, ça veut dire qu'on effectue des opérations de maintien en conditions de sécurité. Donc il y a deux choses. Il y a le maintien en conditions opérationnelles, il faut que ça fonctionne. Mais il y a aussi le maintien en conditions de sécurité. Ça veut dire qu'on applique des patchs. Ça veut dire qu'on met à jour. Ça veut dire qu'on vérifie que ces systèmes d'information sont bien protégés. Mais ça, on ne le fait pas tout seul. Quand on lutte contre l'incendie, on ne fabrique pas soi-même les extincteurs et on ne va pas chez Castorama acheter du tuyau pour faire des sprinklers. Et c'est la même chose en cybersécurité. On se fait accompagner par des professionnels de la sécurité. Il y a des labels pour ça. Cybermalveillance.gouv.fr a édité un label qui s'appelle Expert Cyber et je vous conseille en fait d'aller sur le site cybermalveillance.gouv.fr pour être en contact avec ces personnels-là. Et puis l'ANSSI, sur des opérations plus importantes pour les grands groupes, pour les OIV, a aussi des qualifications comme les prestataires d'audit en sécurité et système d'information, les PASI, les auditeurs PASI, qui peuvent vous aider à durcir et à faire un bilan aussi de vos systèmes d'information, la sécurité de vos systèmes d'information. Alors les signaux d'alerte, vous les avez entendus tout à l'heure dans l'exemple vocal, mais ce qui doit alerter, ce qui doit un peu sortir les gens de leur zone de confort et les alerter, c'est quand on passe sur quelque chose qui est inhabituel et ne pas dire que tout ça est normal. Quand on parle de virement international non planifié, de changer les coordonnées bancaires, tout cela, ça doit alerter évidemment la personne, le salarié qui est directement contacté par les escrocs. Évidemment, ça doit allumer une petite lumière et de se dire, est-ce que je dois faire ce qu'on me demande ? La deuxième chose, c'est la plupart du temps, les escrocs vont essayer d'isoler leurs victimes, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour que cette personne-là ne parle à personne des actions qu'elle va réaliser pour les escrocs. Donc ils vont la mettre en confiance, ils vont lui dire surtout vous n'en parlez pas aux autres, on vous en parle à vous parce qu'on vous fait confiance, on sait que vous êtes capable de faire ça pour le bien de la société, et ils vont la mettre en confiance et faire le maximum pour qu'elle n'en parle pas aux autres. Donc là encore,
essayer d'en parler à son supérieur hiérarchique, son collègue de bureau. C'est tout de suite un moyen de mettre plusieurs personnes dans la boucle, et c'est là que ça se complique pour les escrocs. Dès lors qu'il y a plusieurs intervenants, il y en a forcément un parmi le lot qui va percuter, qui va se rendre compte qu'ils ont affaire à une escroquerie. Évidemment, seul face aux escrocs, c'est beaucoup plus compliqué. Pour le reste, après, voilà, c'est effectivement du bon sens. C'est ne pas hésiter à faire les contre-appels qui ont été évoqués. Quand une société, un fournisseur demande à ce qu'on change ses coordonnées bancaires, évidemment, on fait un contre-appel à cette société. Et deuxième, évidemment, on appelle le numéro qu'on connaît, un numéro qu'on a dans nos bases de données, qui est répertorié. Et vaut mieux passer par l'accueil de la société et demander le service compétent que de rappeler le numéro qui aura été fourni par email par les escrocs. Parce que c'est là où aussi ils sont malins, c'est qu'on a des protocoles internes qui sont mis en place dans les sociétés pour éviter ce genre d'accident, ce genre d'incident. Mais si une société, la personne pense à faire un contre-appel, les escrocs ont trouvé la parade. Ils mettent le numéro de la société fournisseur usurpé, ils mettent le numéro dans le mail qu'ils envoient. Et le premier réflexe de la personne victime va être d'appeler ce numéro-là, alors que ça n'est pas le bon. Donc là encore, prendre du recul, appeler un numéro qu'on connaît, il n'y a pas d'urgence. Ce n'est pas quelque chose qui doit se faire dans la minute. Un virement, de toute façon, qui ne soit pas exécuté dans l'heure ou dans la demi-journée, je pense qu'on n'est pas sur une situation vitale. Et il faut prendre ce recul-là qui est nécessaire. Alors comment réagir ? Là, on va le faire en binôme, à la fois le bancaire et le policier. Alors, si malgré tout, ce qui a été évoqué, donc la prévention, pour mieux vous aider à détecter, eh bien, comment réagir s'il y a une tentative de fraude ? Parce qu'on va en parler aussi, il faut que vous nous remontiez les tentatives de fraude ou, dans le pire des cas, si la fraude est avérée. Alors, la réactivité, elle est déterminante. Suivant les typologies de fraude, eh bien, cette réactivité est possible en réalité. Où, la fraude au président, par exemple, c'est assez rapidement que les entreprises ont compris qu'elles ont été fraudées. La fraude aux techniciens bancaires aussi. Ce qui est beaucoup plus pernicieux, c'est la fraude aux coordonnées fournisseurs, et on l'a évoqué tout à l'heure, puisqu'en réalité, ce qui va permettre de détecter la fraude, c'est le non-règlement du bon fournisseur. Mais en fait, la réactivité, elle est déterminante. Pourquoi ? Dans un premier temps, on va dire dans l'urgence absolue, vous commencez par appeler votre chargé d'affaires de votre banque. Vous appelez votre banque pour initier un recall, une tentative de rappel des fonds, parce que je vous rappelle qu'un virement par nature est irrévocable et que toute demande de retour de fonds est normalement soumise à l'accord du bénéficiaire. Donc le fraudeur sera assez peu enclin à valider un retour de fonds. Et pour pouvoir, nous, en interbancarité, justifier de cette demande de recall pour fraude, eh bien, c'est là où je me tourne vers le commissaire Dufour, c'est qu'on a besoin du dépôt de plainte. Donc c'est vrai que immédiatement, quand vous avez ce sentiment d'avoir été victime d'une fraude, vous appelez, et même si aucun virement n'est passé, bien entendu, vous appelez votre banque et nous allons déjà couper les tuyaux, on va dire, de la communication bancaire, c'est-à-dire pouvoir neutraliser les identifiants mots de passe du comptable, de la comptable qui a fait l'objet donc de la pression et de la fraude. Nous allons initier une demande de recall de retour de fonds. On évoquait les fraudes au virement international. On a quand même beaucoup de fraudes désormais vers des IBAN français. Donc là aussi, c'est moins détectable, c'est moins évident. Donc, initier pour nous ce retour de fonds. Quand c'est à l'international, faire jouer aussi en local nos bureaux de représentation. Mais surtout, voilà, première étape, le banquier. Et puis, immédiatement après, la police judiciaire. Donc la police, il y a une urgence effectivement au niveau des fonds, puisque plus le temps passe, plus la possibilité de récupérer les fonds se dissipe. Donc c'est pour ça qu'il y a une réelle urgence à intervenir, contacter les services de police, de police ou de gendarmerie évidemment, contacter des services spécialisés, puisque dès qu'on part sur ce type de virement à l'international, on part sur des compétences d'enquête qui sont particulières. Et nous contacter, pourquoi ? Parce que nous, avant même un dépôt de plainte, on va être en capacité déjà rapidement d'activer nos relais nationaux, internationaux, que ce soit Tracfin au niveau coopération bancaire, mais également la coopération policière internationale, pour essayer de faire le maximum
pour récupérer ces fonds en urgence. Évidemment, on n'a pas les mêmes leviers si on est avisé 2 jours ou 1 jour après le virement qui est parti que 2 semaines après. 2 semaines après, les possibilités de récupérer les fonds sont évidemment beaucoup plus difficiles. Et notre mission en urgence, c'est de sécuriser ces fonds, d'essayer de les rapatrier. Donc plus le temps passe, plus on aura difficulté pour les récupérer. Comme ça a été évoqué, aujourd'hui, les fonds peuvent partir sur un compte français. Mais l'objectif des escrocs, c'est de récupérer cet argent le plus loin possible pour qu'on ne puisse pas le reprendre. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Si c'est un compte de rebond français, ils vont l'envoyer à l'étranger. Ou alors, tout simplement, dès le départ, le virement va partir vers un compte étranger, donc souvent de l'Union européenne. Et une fois que l'argent est sur ce compte étranger, il va retransiter vers de nouveaux comptes de rebond et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Alors parfois sur des comptes en Asie. Et plus on a de comptes qui vont apparaître de virements successifs, plus le travail de police va être difficile. D'où l'intérêt d'être avisé le plus vite possible, puisque plus on intervient tôt, plus on a de chances de récupérer les fonds, et plus on peut essayer de remonter rapidement le circuit des virements. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour le 5e épisode de notre série sur la cybersécurité qui sera consacré à pourquoi porter plainte, ainsi qu'aux questions-réponses posées à nos intervenants durant le live. Retrouvez tous nos podcasts sur nos plateformes YouTube et SoundCloud.